Et la parole, pour commencer, au président du groupe socialiste d'Hiver Gauche, Jérôme Coumet. Merci, monsieur le maire. Permettez-moi une petite parenthèse. Je reviens du grand défilé des enfants dans le 13e. Et cette année, c'était sur le thème de l'espace, d'où ces magnifiques lunettes que je porte à ma boutonnière. Je ne vais pas les mettre sur le nez parce que par respect de notre assemblée. Mais en tout cas, pour vous dire qu'il est organisé tous les ans. Et dans ces moments de tempête médiatique sur le périscolaire, sans relativiser évidemment les problèmes, je veux ici saluer l'action formidable des PVP, des rêves, des animateurs qui accompagnent les enfants, qui les initient à des activités formidables. Et c'est les sourires des enfants qui parlent pour eux. Et dans cette période, je pense que ça serait de bon ton que nous les applaudissions pour leur montrer le respect par rapport au travail qu'ils font, si vous en êtes d'accord. Merci pour eux, je pense qu'ils y seront sensibles. Alors mes chers collègues, je reviens au sujet du débat qui nous occupe cet après-midi. Partout dans Paris, depuis plusieurs semaines, les mêmes scènes se répètent, des parents mobilisés, j'y étais hier soir à leur côté dans 2 écoles du 13e, des équipes éducatives inquiètes, des maires d'arrondissement qui découvrent de nouvelles fermetures de classes, des communautés scolaires qui ont le sentiment d'être traitées comme des variables d'ajustement budgétaire. Et le débat organisé aujourd'hui par le groupe socialiste Place Publique et d'Hiver Gauche part de cette réalité très concrète, celle des fermetures de classes. En septembre prochain, ce ne sont pas moins de 139 classes en solde net que l'Académie de Paris prévoit de fermer, et ça après près de 500 suppressions sur les 3 dernières rentrées. Notre groupe a souhaité faire remonter plusieurs situations très concrètes vécues dans les arrondissements, et donc permettez-moi de mentionner les vœux joints. À Paris Centre, 4 fermetures sont annoncées à la rentrée après déjà 38 suppressions de classes en 4 ans, sans prise en compte des livraisons de logements sociaux à venir ni de l'existence d'un dispositif Ulysse dans l'une des écoles concernées. Dans le 14e arrondissement, 9 classes sont touchées après 25 fermetures ces 3 dernières années. Dans le 19e arrondissement, qui compte une forte proportion d'écoles relevant de l'éducation prioritaire, ces fermetures fragilisent encore davantage la réussite de nos enfants. Et je veux insister sur le manque de postes alloués à la brigade de remplacement, déjà insuffisante, qui aura des conséquences très concrètes sur l'apprentissage de nos enfants. Dans les collèges aussi, les suppressions de moyens produisent des effets durables, moins de dédoublement, moins de stabilité pour les équipes et davantage d'enseignants contraints de partager leur temps entre plusieurs établissements. À Paris Centre, par exemple, la fermeture d'une division de 6e risque d'empêcher la poursuite de l'accueil de fratries et de rompre une continuité pédagogique construite avec l'école élémentaire voisine. Je pourrais malheureusement multiplier à l'envi les exemples. Car dans le même temps, chacun connaît la réalité du terrain. Des enseignantes et enseignants non remplacés, avec parfois des écoles qui sont au bord de la fermeture. C'est la première fois dans ma vie de maire que je connais ça. Des équipes éducatives sous tension, des besoins d'inclusion toujours croissants, des directrices et directeurs d'école épuisés, une ségrégation sociale qui continue de progresser. Il y a un vrai sentiment, et plus qu'un sentiment, c'est une réalité, de dégradation du service public de l'éducation à Paris. Alors ce débat dépasse donc largement la seule question des ouvertures et fermetures de classes, vous l'avez compris. Il pose une question politique fondamentale. Quelle ambition voulons-nous encore porter pour l'école publique à Paris ? Oui, Paris connaît une baisse démographique, comme de nombreuses grandes villes, car c'est tout simplement une réalité nationale. Mais que choisit-on d'en faire ? Car la baisse démographique ne devrait pas être un prétexte budgétaire, elle devrait être une opportunité pédagogique. Moins d'élèves devrait signifier plus d'attention pour chaque enfant. Et aujourd'hui, cela signifie surtout moins de moyens. Une opportunité pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves les plus fragiles, pour renforcer l'accompagnement éducatif, pour mieux soutenir les personnels, pour redonner de l'attractivité à l'école publique qui peine à recruter. Une opportunité aussi de refaire de l'école publique l'un des lieux où des enfants d'origine sociale différente continuent réellement à grandir ensemble. Or, c'est exactement l'inverse que fait l'État depuis plusieurs années. L'État transforme une évolution démographique en logique de réduction budgétaire, et cette logique frappe Paris de façon particulièrement brutale.
En 2025, alors que notre ville ne représentait qu'environ 3% de la baisse démographique nationale, elle a concentré près d'un quart des suppressions de postes dans le premier degré. Autrement dit, Paris supporte une part des retraits de moyens sans commune mesure avec sa part réelle dans l'évolution démographique du pays. Ce déséquilibre interroge nécessairement les critères retenus et la manière dont la situation parisienne est aujourd'hui appréhendée par l'État. Nous considérons que c'est une erreur politique et une erreur sociale. Car les besoins, eux, ne diminuent pas, les élèves ne deviennent pas moins fragiles parce qu'ils sont moins nombreux. La France reste l'un des pays de l'OCDE où les effectifs par classe demeurent les plus élevés. À Paris, jusqu'à 200 classes peuvent encore se retrouver chaque jour sans enseignants, faute de remplaçants en nombre suffisant. Les besoins sont donc là, mais les moyens ne suivent pas et ces choix ont des conséquences lourdes. Et parmi les plus graves, l'affaiblissement progressif de l'attractivité de l'école publique. Lorsque les moyens de l'école publique se réduisent, les familles qui le peuvent se tournent parfois, et trop souvent malheureusement, vers le privé. Et le risque à terme, c'est une école publique qui concentrerait toujours davantage les difficultés sociales, pendant que d'autres organiseraient leur sortie d'un système commun. L'économiste Julien Grenet estime d'ailleurs que la part de l'enseignement privé pourrait atteindre 50% dans les collèges parisiens d'ici 2035. Et là, c'est le grand basculement. Nous refusons cette trajectoire, car si nous respectons naturellement le libre choix des familles, nous refusons que l'école publique devienne l'école de ceux qui n'ont pas d'alternative. Une république solide n'est pas celle où les plus favorisés quittent le système commun, c'est celle où ils continuent d'y croire. Une classe fermée, c'est aussi une difficulté supplémentaire pour l'inclusion scolaire. Dans les établissements accueillant des dispositifs Ulysse ou des UPE2A, les besoins d'accompagnement sont considérables. Fermer une classe dans ces écoles fragilise directement la scolarisation des élèves à besoins particuliers. Mes chers collègues, ce débat pose aussi la question de méthode, la question de la méthode. Les prévisions d'effectifs sont parfois sous-estimées, les réalités territoriales insuffisamment prises en compte et les communautés éducatives ont trop souvent le sentiment de découvrir les décisions une fois qu'elles sont déjà arbitrées. Les maires d'arrondissement, les parents d'élèves, les équipes pédagogiques doivent être davantage associés en amont, car personne ne connaît mieux la réalité d'une école que celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Nous demandons que les critères sociaux, les enjeux de mixité, les besoins d'inclusion, les arrivées en cours d'année et les réalités territoriales soient pleinement intégrés aux décisions, car les outils actuels apparaissent largement insuffisants. La carte de l'éducation prioritaire, d'ailleurs en ce moment il était question à l'Assemblée nationale, enfin au Sénat, de la supprimer, c'est pour vous dire, n'a pas été revue à Paris depuis plus de 10 ans. Dans le même temps, les dynamiques urbaines évoluent rapidement, les quartiers se transforment, les équilibres sociaux se déplacent et les réalités territoriales sont parfois imparfaitement prises en compte. À ce sujet, je n'ai pas encore évoqué une réalité qui me concerne directement en tant que maire dans le 13e arrondissement, à savoir les demandes d'ouverture de classes dans les quartiers dynamiques démographiquement, car oui, il y en a. À Paris-Rive-Gauche, alors que nous avons construit une école récemment, et chaque année, nous livrons de nouveaux logements pour faire face aux besoins des familles. Comment expliquer que l'école polyvalente Jean-Simon, inaugurée en 2021, soit sous-utilisée avec seulement 5 classes, tandis que les effectifs sont en nette hausse à chaque rentrée? Comment expliquer que l'école du 173 rue Château des Rentiers bataille depuis 2 ans pour demander une ouverture légitime, alors que nous réhabilitons une résidence Paris Habitat qui accueille des dizaines de nouvelles familles à seulement quelques mètres de l'école? Alors pour notre groupe, plusieurs orientations sont essentielles. D'abord, obtenir un moratoire sur les fermetures de classes lorsqu'elles fragilisent la mixité sociale ou l'accueil des élèves les plus vulnérables. Ensuite, faire du recul démographique un levier pour réduire les effectifs par classe et améliorer le remplacement des enseignants absents. Nous demandons également davantage de transparence annuelle sur les ouvertures et fermetures de classes et leurs conséquences territoriales, avec un éclairage sur les effectifs et les prévisions, les critères retenus, les conséquences sur les taux d'encadrement et la prise en compte des avis, évidemment, des équipes locales et des maires d'arrondissement. Enfin, nous voulons réaffirmer une ambition politique forte pour l'école publique parisienne, car derrière chaque fermeture de classe, il y a bien plus qu'un ajustement comptable. Il y a une certaine idée de la République, une certaine idée de Paris aussi. Celle d'une ville qui croit encore que l'école publique doit rester un lieu où tous les enfants peuvent apprendre ensemble, grandir ensemble et s'émanciper ensemble. Défendre l'école publique aujourd'hui, ce n'est pas défendre une nostalgie, c'est défendre l'un des derniers lieux où notre société continue encore à faire collectif
C'est cette ambition que nous refusons de voir reculer. C'est bien le sens du débat que nous portons aujourd'hui. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président.